Salut et bienvenue sur Cléboa Original et Tchamaloba officiel. Merci pour votre confiance et fidélité. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Grady Mouya, autrement dit le fils de la promesse. Alors, nous vous proposons de suivre le grand journal de la RTNC et on se retrouve à la prochaine. Portez-vous bien. Au revoir. Le journal. L'entrepreneuriat, l'une des stratégies préconisées par le gouvernement pour lutter contre le chômage en République démocratique du Congo. Par contre, les jeunes porteurs de projets connaissent un sérieux problème de financement pour la promotion de leur PME. Brandissant le mode de garantie, les banques font malheureusement moins confiance aux demandeurs de prêts pendant que l'État pose le jalon d'un système qui rassure les entrepreneurs. Ce dossier de notre confrère Patrick Michel Moncouille vous sera décortiqué tout à l'heure dans ce journal. Mais avant cela, suivons d'abord l'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal magazine. Arrivé hier samedi à Kinshasa du président angolais Joao Lourenço pour une visite officielle d'une journée visant à obtenir la désescalade entre la RDC et le Rwanda sur fond d'accusations mutuelles de collaboration avec le rebelle. La visite de Kinshasa intervient après une escale à Kigali. Il y a lieu de signaler que le président angolais a été reçu par son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi en tant que médiateur désigné par la SADC et l'Union africaine pour cette désescalade entre les deux pays suivants. C'est le go d'un week-end diplomatique annoncé en République démocratique du Congo, marqué par deux importantes rencontres au sommet à Kinshasa. À la suite de la situation sécuritaire à l'est du pays et pour tenter de faire avancer le processus diplomatique après la désescalade entre la RDC et son voisin agresseur le Rwanda, le médiateur désigné par la SADC et l'Union africaine, le président angolais Joao Lourenço, est arrivé à Kinshasa dans la matinée de ce samedi 12 novembre. À sa descente d'avion par l'aéroport international de Njili, le président angolais a été accueilli par une délégation des membres du gouvernement conduite par le ministre congolais des droits humains, Albert Fabrice Puela. Et juste après, le cortège du président Lourenço a pris la direction du palais présidentiel de la Cité de l'Union africaine où l'attendait son hôte, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. S'en est suivi un tête-à-tête à huis clos de plusieurs heures entre les deux personnalités. À l'issue de leur entrevue, le vice-premier ministre, ministre congolais des Affaires étrangères et son homologue angolais se sont confiés à la presse pour fixer l'opinion sur l'initiative du président Joao Lourenço qui, selon le chef de la diplomatie angolaise, a multiplié ces derniers jours des initiatives de rapprochement entre Kigali et Kinshasa dans le conflit qui oppose les deux pays. Qu'étant réuni dernièrement à Luanda, le ministre des Affaires étrangères et des Relations extérieures de trois pays s'était convenu qu'il fallait poursuivre tous les efforts prévus dans la feuille de route de Luanda et aussi dans les communiqués conjoints de la commission mixte RDC-Rwanda. Et nous sommes tous conscients de la situation qui prévaut aujourd'hui à l'est de la RDC et il est bien normal que le président Lourenço, en tant que médiateur, adapte aussi son action à l'évolution de la situation. Pour sa part, Christophe Lutundula a rappelé les différentes étapes parcourues jusqu'ici avec les engagements pris par Kinshasa et Kigali dans le cadre de la feuille de route de Luanda et du processus de paix de Nairobi. Vous vous souviendra qu'il y a quelques jours, précisément la semaine dernière, il s'est tenu en Angola une réunion au niveau des ministres des Affaires étrangères du Rwanda, de la RDC, sous la médiation des ministres des Affaires étrangères de l'Angola. Et à l'issue de ces rencontres jumelées, un communiqué a été publié par les ministres des Affaires étrangères. Et en même temps, ils ont eu la chance, le privilège d'être reçus
par le président Lourenço, à qui ils ont fait la synthèse de leur discussion. Et le président Joao leur a demandé de bien vouloir en faire rapport à leurs chefs d'État respectifs. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a remercié sincèrement son homologue et frère, le président Lourenço, pour l'intérêt qu'il porte à la situation et à l'amitié entre la RDC et l'Angola, et pour son implication personnelle afin de permettre au peuple congolais de retrouver tous ses droits en tant que peuple souverain et de créer des climats de confiance au sein de la région. Ce ballet diplomatique prévoit pour la suite l'arrivée à Kinshasa du président honoraire du Kenya, attendu dimanche dans la capitale. Uhuru Kenyatta va rencontrer à son tour le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en vue de préparer la rencontre de Nairobi 3 avec les acteurs engagés dans ce processus de paix la dernière semaine du mois en cours. Et dans la même optique, les premiers soldats kenyans sont également arrivés hier à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, et c'est dans le cadre d'une force régionale est-africaine, alors que les forces congolaises affrontaient déjà le M23 au nord de la ville. Les hommes des troupes de l'armée du Kenya, dédiées à la mission de l'Est African Community, pour neutraliser les groupes armés sont arrivés à Goma ce samedi 12 novembre 2022 à bord des avions militaires du Kenya. Ces contingents a été accueillis par les autorités militaires de la République démocratique du Congo, dont les sous-chefs d'état-major en charge des opérations, général-major Chikou Chitambwe et le lieutenant-général Constant Dima Kongba, gouverneur du Nord Kivu. Une présentation des troupes a été faite à l'aéroport international de Goma avant de prendre la direction de leur campement. Le porte-parole des opérations Sokola 2, lieutenant-colonel Djike Kaiko, donne le sens de cette arrivée. Oui, il s'agit de l'arrivée des troupes kenyanes, une arrivée qui s'inscrit dans le cadre, n'est-ce pas, de la volonté du sommet des chefs d'État à Nairobi. Ils sont ici parce que, comme vous l'aviez suivi, dans la feuille de route, n'est-ce pas, du sommet des chefs d'État de Nairobi, les instructions, mais aussi les concepts étaient très clairs. Ils sont ici pour qu'ensemble avec les forces armées de la République démocratique du Congo, nous puissions mettre hors d'état de nuire les M23 et les différents groupes armés qui mettent l'insécurité dans notre zone de responsabilité. D'autres contingents sont en train de venir, mais je pense que je n'ai pas encore le nom. Et je dois vous donner une précision, c'est-à-dire la mission des zones tampons ou des zones d'interposition n'est pas à l'ordre du jour. Les instructions des chefs d'État, mais aussi les concepts sont très clairs. Les amis du Kenya sont ici en mission purement offensive. Intervient dans le but de restaurer la paix et anéantir les forces négatives, dont principalement les terroristes de M23. Entre-temps, la 16e édition du petit déjeuner de prière à l'initiative de Maître Azarias Roubero a vécu à Béatrice Hôtel. Des leaders politiques et religieux de tous bords partageant la chrétienté y ont été invités. Un petit déjeuner de prière dans sa 16e édition a été organisé par Maître Azarias Roubero dans une salle de Béatrice Hôtel, politiquement incolore, car tous se sont retrouvés au pied de la croix. Avec pour thème le leadership selon le modèle de Jésus-Christ, sagesse et guérison de la nation, le petit déjeuner a réuni les différentes tendances politiques et les personnalités venues d'autres horizons. Les honorables députés choisis à dessein ont fait lecture des Saintes Écritures dans 2 Chroniques 1, 7 à 10, Apocalypse 22, 2, Daniel 12, 3 à 4 et Ésaïe 62, 2. L'orateur principal, Roland de Corvée, prenant son exemple d'homme d'affaires prospère et d'involontaire au service de la communauté, a développé le thème en mettant l'accent sur le Christ qui guérit le corps, l'esprit et l'âme. Autant il le fait, il peut guérir la nation. L'humilité, le pardon, la sagesse et la connaissance façonnent les bons leaders en famille comme en société, a-t-il dit.
Dans la salle, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Bagnioué Cizé, a fait la prière appelant au soutien des forces armées de la République démocratique du Congo. Marie-Olive Lembe Kabila, l'ex-première dame, s'était aussi jointe à ce petit déjeuner de prière. L'honorable Marie-Ange Mouchobekwa, l'ancien premier ministre Bruno Chibalanzenze, sans être exhaustif. Une prière de clôture a été dite par Maître Azarias Rouberois, qui a remis les autorités du pays entre les mains du Seigneur pour qu'il leur donne la sagesse de Salomon. La RDC en sortira grandie. Soutien au FARDC, l'Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo, parti cher à placer de Tshisumpa, témoigne de son soutien indéfectible au FARDC au chef de l'État. Cet engagement a été rendu public à travers une déclaration. Le directeur national de l'Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo, son président national et autorité morale, l'honorable Placide Tshisumpa Tshakatumba, suivent avec une particulière attention l'évolution de la situation de la guerre injuste imposée à notre pays par les Rwandais à travers son groupe rebelle M23 et l'occupation d'une partie de la province du Nord Kivu et de l'Ituri par des groupes armés soutenus par les Rwandais et l'Ouganda. L'Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo ADPEC, son président national et autorité morale condamnent les silences coupables des Nations Unies et de la communauté internationale face à cette agression dont notre pays est victime. L'ADPEC salue les efforts que déploie son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême dans la réorganisation de notre armée pour protéger l'intégrité territoriale et pour bouter hors de nos frontières l'ennemi de notre pays. L'ADPEC salue aussi les actions de bravoure et de patriotisme que mènent les FARDC sous la vision éclairée du président de la République, chef de l'État, magistrat suprême. L'ADPEC encourage le FARDC à poursuivre la chasse de l'ennemi dans les collines et dans l'eau jusqu'à son dernier retranchement, car celui qui garde l'ennemi est aussi notre ennemi. L'ADPEC invite le peuple congolais à soutenir le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son gouvernement dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé dans leurs efforts qu'ils ne cessent de déployer pour protéger l'intégrité du territoire et pour bouter hors du territoire national l'ennemi, promesse de sa campagne, et exprime sa compassion vis-à-vis de nos compatriotes du Nord Kivu et de l'Ituri, victimes de cette guerre injuste. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République, que vivent nos vaillants FARDC, nous vous remercions. Au chapitre de la politique toujours, notons que le professeur et d'autres scientifiques cadres de l'UDPS étaient en matinée scientifique sur la promotion de valeurs républicaines pour la défense de la patrie. Ces enseignants des universités proposent l'insertion de cours sur le patriotisme dans les programmes nationaux d'enseignement. Pendant cette période d'agression rwandaise, la République a besoin des patriotes pour sa défense. C'est dans cette optique que l'école de l'élite scientifique de l'UDPS a organisé cette matinée scientifique pour sensibiliser sur la promotion des valeurs morales, éthiques et républicaines et particulièrement le patriotisme. Pour l'orateur du jour, professeur à l'Université libre de Bruxelles, Marcel Mbiangandou, cadre de l'IDPS, le patriotisme doit être enseigné à l'école pour former de bons citoyens capables à défendre le pays et mener également des campagnes de changement de mentalité pour extirper des antivaleurs qui rongent notre société. Ce thème-là correspond très bien à la situation que connaît notre pays actuellement. Vous avez suivi le discours du président de la République à la nation. Il n'a pas manqué d'évoquer ce terme de patriotisme qui doit mobiliser tous pour défendre l'intégrité et la souveraineté de notre pays face aux agressions extérieures. Pour les coordonnateurs nationaux de cette structure, Dr Soft Mukuna, le moment est venu pour que les Congolais prouvent à la face du monde leur attachement au pays. Nous devons tous nous mobiliser pour accompagner ceux qui défendent le pays au prix des sacrifices suprêmes là où ils sont. Même notre santé, notre bien-être dépend d'abord du bien-être de ces pays. Les corps de l'élite scientifique est un organe spécialisé du parti présidentiel engagé dans la recherche des solutions aux problèmes de la société.
Modernisation de la RTNC, un premier lot de matériel composé essentiellement de régies mobiles a été réceptionné par le directeur général de ce média public, Belide Bunga. Suivant. De matériel audiovisuel de dernière génération réceptionné par le directeur AI de la RTNC, au grand bonheur de ces quelques cadres, d'un technicien représentant les Studio Tech avec qui la chaîne nationale a signé un partenariat. Studio Tech soutient la RTNC dans son projet d'amélioration de services et de rendu en ce qui concerne ses émissions et sa diffusion. Et ainsi, nous avons pu conclure avec la RTNC et particulièrement avec la RTNC et le gouvernement congolais afin de fournir un matériel de dernière génération. Donc la RTNC n'aura rien à envier à une quelconque télévision dans le monde. Nous aurons des formations et le génie congolais pourra développer cela à sa manière. Et le premier lot consiste à des régies mobiles. Donc vous pouvez faire des reportages sans le réseau hertzien. Donc ça sera par satellite et en direct, comme vous voyez dans les films, les reportages en direct. Donc ça c'est le premier lot, il y aura un deuxième lot et le quart de reportage est déjà en train d'être monté parce que ça demande de travail et la demande de la RTNC était très spécifique. C'est ainsi que nos techniciens en Belgique sont en train de monter le quart pour que ça soit livré à temps. Donc normalement nous pouvons attendre le quart vers janvier-février. Ces premiers lots de matériel est constitué de 3 palettes contenant de caméras 4K, de trépieds, ordinateurs et régies, déchargés sous le regard fier de Belide Bunga. Tout le monde se souviendra que nous sommes allés en Belgique pour visiter les Studio Tech qui fabriquent ce matériel audiovisuel. Ça fait très longtemps qu'on n'a plus jamais eu ces outils de travail modernes. Nous acquisons un grand retard sur le plan technologique, peut-être de 3 ou 4 générations. En attendant que l'État prenne en charge, eh bien nous-mêmes, à l'interne, nous avons décidé de faire un plan, un montage financier qui nous a permis d'arriver justement à ces résultats. En fait, c'est un lot, c'est le premier lot, environ 1 tonne. Un deuxième et troisième lot de matériel sont attendus dans le prochain jour et suivi d'une formation de remise à niveau des agents utilisateurs de ces matériels tels que voulu par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, qui tient à la modernisation de la chaîne nationale, miroir de la RDC. Le président de la République, garant de l'unité nationale, a reçu les notables représentants de communautés Hutu et Tutsi venus lui exprimer leur soutien après son appel à la mobilisation générale dans son discours à la nation. Au cours de la semaine, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a également visité le grand chantier de construction du centre de finances à la Gombe, la semaine du président avec notre confrère Jean-Pierre Kibambe Soumoïsa. Dans la commune de la Gombe, au niveau de l'espace compris entre le ministère des Affaires étrangères et l'Athénée de la Gombe, des infrastructures gigantesques sont en train de sortir des terres. Il s'agira de 5 immeubles qui vont abriter le centre des finances, le centre des congrès et un hôtel 5 étoiles. Sur le chantier, les travaux s'exécutent à pas de géant. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, artisan du programme de développement de la RDC, est descendu sur le terrain pour s'enquérir personnellement de leur état d'avancement. Sur place, 2 tours jumelles en construction de 20 à 16 étages abriteront tous les services des ministères des Finances et du Budget. Le chef de l'État s'est rassuré des conditions de travail des ouvriers congolais avant de s'entretenir avec les responsables de l'entreprise turque Milvest Compagnie qui construit le grand ouvrage. Après son adresse à la nation du 3 novembre dernier, le président de la République garant de l'unité nationale, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a, dans un souci de préserver la cohésion nationale, reçu tour à tour à la Cité de l'Union africaine les représentants des communautés Hutu et Tutsi, parmi lesquels des sénateurs et députés nationaux et provinciaux. Avec ses interlocuteurs, le chef de l'État
père de la nation a échangé sur les voies et moyens de renforcer l'unité nationale qui recommande, comme il l'a souligné dans son message à la nation, de bannir les fléaux des discriminations ethniques, des stigmatisations physiques, du délit des fascis et des velléités séparatistes de certains esprits égarés. Les représentants de deux communautés sont venus apporter leur soutien total au chef de l'État. Ils l'ont remercié pour son appel à la mobilisation générale et ont réaffirmé leur amour du pays, leur engagement à défendre la souveraineté nationale. Les notables Hutus ont vivement salué l'engagement et la détermination du président de la République dans la recherche de solutions de restaurer la paix dans l'est du pays. Les représentants de la communauté Tutsi ont pour leur part condamné ceux parmi eux qui ont pris les armes contre la patrie. Ils ont dénoncé l'amalgame fait entre Tutsi congolais et les terroristes du M23. Ils se disent fidèles à leur pays, la RDC, et rejettent les manipulations du Rwanda qui imposent une guerre injuste à la République démocratique du Congo. La mobilisation en faveur de FARDC, les débuts de la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte, ainsi que l'enrôlement de dizaines de milliers de jeunes dans l'armée sont entre autres des sujets qui ont marqué la semaine qui s'achève. Résumé de la semaine enceinte avec Edith Chala. Suivant. L'actualité de la semaine dernière est restée dominée par l'abondante mobilisation à travers le pays. Dans tous les sens, chacun comme il le pouvait exprimer le soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et à son commandant suprême. Les déclarations de soutien ont fusé de partout et les marches se sont enregistrées sur l'ensemble du pays. Un seul mot à la bouche, non à l'agression par le Rwanda à travers le M23. Sur les théâtres des opérations, le M23 était sous le feu. En début de semaine, les Sukhoi 25 ont effectué quelques frappes chirurgicales. Le M23 s'est rendu à l'évidence que le dialogue et les négociations dont il rêvait étaient une chimère. Les époques sont différentes et la seule solution est la reddition. Les localités les unes après les autres sont passées aux mains des FARDC. La montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo s'est fait sentir encore une fois de plus. Des milliers de jeunes Congolais du Nord comme du Sud, de l'Est comme de l'Ouest, ont décidé de servir sous les drapeaux, répondant à l'appel du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Ils sont arrivés à leur centre de formation disséminés sur le territoire national. L'immensité du pays, les richesses dont ils regorgent, les convoitises des voisins insatisfaits de leurs conditions ne laissent pas de choix à la République démocratique du Congo. Il faut se mettre à la hauteur de la menace. Le chef de l'État a donné le ton et le peuple a répondu présent. La semaine, c'était aussi les débuts à Sharm el-Sheikh, en Égypte, de la conférence des partis COP27 et la République démocratique du Congo était bien présente. Le pays solution au réchauffement climatique était conduit par le premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, qui représentait le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Dans sa suite, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, le ministre de l'Industrie et le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement. Devant les leaders mondiaux, le chef du gouvernement congolais a rappelé aux pollueurs qu'ils doivent payer pour que la République démocratique du Congo, à l'instar d'autres pays africains, continue à protéger ses tourbières, sa forêt et autres. La délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, conduite par Michel Xavier Diang, était à Kinshasa pour analyser la situation d'insécurité dans l'Est en vue de faire un rapport éclairé au comité de sanctions. À la Chambre basse, comme à la Chambre haute du Parlement, elle a rencontré Modeste Bahati Lukwebo et Christophe Mbosoko Diaponga. Elle a insisté sur le fait que la République démocratique du Congo n'était pas sous embargo, mais a affirmé que le fournisseur avait l'obligation de déclarer au Conseil de sécurité les types d'armes achetés par la République démocratique du Congo. Des affirmations qui ont contrasté avec les éclaircissements du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundu Lapene Apala, lors du briefing organisé par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. La République démocratique du Congo est sous embargo subtil sur ce marché frileux. Personne ne veut avoir des problèmes avec les Nations Unies en vendant des armes à la République démocratique du Congo. Pendant ce temps-là, le M23 s'est fait ravitailler par le Rwanda qui peut acheter les armes sans aucune condition auprès des fournisseurs. Et au cours de ce briefing, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a démontré que le président de la République n'avait jamais signé aucun accord avec le Rwanda.
cela ne relevant pas de ses compétences du président de la République. Les accords lui attribués ont été signés au vu et au su de tous à l'hôtel Serena de Goma par les ministres concernés. Dans le Congo central, un événement important a eu lieu. Les travaux préliminaires des constructions du port en eau profonde ont effectivement commencé. Le ministre des Affaires foncières, Sakumbi Molendo, la vice-ministre de la Défense, Séraphine Kilubu et le gouverneur du Congo central, Guy Bandou, étaient sur les sites pour le lancement de ces travaux. Je le disais tantôt à l'ouverture du journal, à l'instar de certains pays africains, la RDC est en voie de faire du secteur de l'entrepreneuriat de jeunes un véritable levier de développement, mais face à l'ambition, un défi s'est présent, c'est celui du financement. Brandissant le manque de garantie, les banques font moins confiance aux demandeurs de prêts pendant que l'État pose progressivement les bases d'un système qui rassure les jeunes entrepreneurs. C'est un dossier de notre confrère Patrick Michel Moncoui. Dans les locaux de cet incubateur, Laetitia, 26 ans, passe des heures devant son ordinateur, même le week-end. Actuellement, je suis en train de mettre en place mon business plan, modèle ANAPI. J'ai fait la demande auprès de l'ANAPI pour bénéficier de l'exonération et je dois mettre en place un business plan, mais il y a un modèle spécifique pour l'ANAPI. Donc c'est sur ça que je suis en train de travailler ici à Ishango. Si cette jeune entrepreneur est si déterminée à obtenir ses exonérations auprès de l'ANAPI, c'est parce qu'elle a un délai de janvier 2023 pour réaliser son projet d'installation d'une usine. Effectivement, j'ai bénéficié d'un fonds du FOGEC. C'est un prêt de 15 000 $ afin de démarrer mon usine de fabrication des cure-dents. Derrière cette facette qui reflète l'appui de l'État au secteur, de nombreux jeunes sont désespérément encore à la recherche d'un financement pour leur projet. J'ai réalisé un projet où je suis passée de niveau de prototype et là je vais passer à la réalisation. Mais malheureusement, je suis bloquée parce qu'il me manque de frais d'amorçage. L'option de prêt en banque, qui est pourtant la plus explorée, semble être compromise. Entre taux d'intérêt et manque de garantie, les banques ont désormais la main lourde. Aujourd'hui, quand on parle de crédit en RDC, on parle également de garantie. Les gros acteurs ont suffisamment de garanties. Les PME, à partir d'un certain niveau, n'ont peut-être pas des garanties. Alors, à partir d'un instant où je prends une hypothèque, et que pour réaliser l'hypothèque, c'est tout un combat, le banquier va réfléchir deux fois. À l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat, on pense qu'il existe bien une solution à la question. Les banques commerciales sont généralement frilées parce que ils doivent tenir compte des risques liés au projet qu'on veut développer. Ils seront toujours hésitants pour accorder, mais je pense que la présence du fonds de garantie va faire du bien au secteur parce que le fonds va de manière silencieuse essayer de couvrir, minimiser ces risques, si pas totalement à 100%, mais également à 70% ou selon les cas. Ça permettra finalement aux banques d'être un peu sécurisées par rapport au financement de jeunes. Si les entrepreneurs déjà à l'œuvre ont plus de chances d'obtenir de prêts, ceux qui n'ont que de projets sur papier sont les plus vulnérables. Selon le DG de l'ANADEC, il leur faut de fonds d'amorçage de la part de l'État. Outre ce dispositif institutionnel, les jeunes doivent faire preuve d'ingéniosité pour mettre de leur côté toutes les chances d'obtenir un soutien financier. Généralement, les gens qui parlent trop, les entrepreneurs qui se plaignent trop, c'est des gens qui n'ont pas forcément commencé quelque part. Parce qu'il faut d'abord toi-même t'organiser et faire en sorte qu'on puisse t'aider. Et même si tu veux qu'on t'aide, toi-même, tu dois d'abord avoir débuté quelque chose. Tu dois avoir un produit, tu dois avoir un produit ou un prototype. Un jeune qui a un projet intéressant, je pense que la première démarche serait déjà d'être à même de pouvoir lever les premiers fonds au niveau de la famille, de son environnement, quitte à développer son projet. Une fois qu'il a le produit qu'il met sur le marché, il a tâté le marché, il a déjà de la clientèle, je pense qu'à partir de ce moment-là, il peut facilement se présenter auprès d'une banque. Avec les mesures prises par l'État et l'engouement des jeunes, le secteur de l'entrepreneuriat peut en lui seul garantir le développement de la RDC. Il suffit d'y croire et y mettre du sérieux.
Après plusieurs années dans l'obscurité, l'avenue Bypass, de nouveau éclairée grâce à l'opération de l'éclairage public, poursuit le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentilin Ngobila-Mbaka. Un ouf de soulagement pour la population environnante, longtemps victime de plusieurs actes de vandalisme dû au manque d'électricité sur cette voie. Willy Atunakov nous en dit long. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentilin Ngobila-Mbaka, visiblement très déterminé à matérialiser la vision du chef de l'État visant l'amélioration des conditions sociales des Congolais, a procédé jeudi 10 novembre 2022 au lancement officiel de l'éclairage public sur l'avenue Bypass dans son tronçon situé entre place échangeur délimitée et le rond-point Ngaba. Il s'agit de la continuité de notre opération, d'éclairer suffisamment la ville de Kinshasa. Quand nous avons pris la ville de Kinshasa comme gouverneur, il y avait une absence de l'éclairage public. Il n'y avait que 7 lampes qui s'allumaient. Aujourd'hui, je pense que la ville est suffisamment éclairée, surtout les avenues principales. C'était à la grande joie de la population riveraine en liesse. Bypass était dans le noir. Dernièrement, un gros véhicule s'est renversé par manque de lumière. L'éclairage public va réduire les accidents de circulation dans la capitale. Nous souhaitons fructueux mandat au gouverneur. À en croire le premier citoyen de la capitale, RD congolaise, la deuxième phase des travaux d'éclairage sur l'avenue Bypass interviendra la semaine prochaine à partir du rond-point Gaba jusqu'à la cité verte avant de se poursuivre sur la route Matadi jusqu'à Binza Ozone ainsi que sur d'autres artères principales telles que l'avenue des Poids Lourds dans la commune de Limete. Au chapitre de la religion, notez qu'il y a changement à la tête de la Convention des serviteurs de Dieu pour la paix et le développement. Son éminence Samuel Masumbu-Kidi prend désormais la tête de cette convention en remplacement du pasteur Théodore Mugalou. L'homme dédié a dit accepter cette lourde tâche pour orienter les Congolais dans la recherche d'une paix durable. Porteuse de la bonne nouvelle, la délégation de la Convention de serviteurs de Dieu pour la paix et le développement de la République démocratique du Congo a eu une séance de travail avec son éminence Samuel Masumbu-Kidi. Rencontre à l'issue de laquelle l'annonce du choix du chef spirituel et de la communauté Masumbu-Kidi pour conduire la CSD. Ambassadeur universel de la paix, son éminence Samuel Masumbu-Kidi est donc le nouveau président par intérim de la Convention de serviteurs de Dieu en remplacement de l'ambassadeur et pasteur Théodore Mugalou. Les dévolus jetés sur le chargé de la purification du sol congolais pour prendre la destinée de la CSD n'est nullement le fruit du hasard, a indiqué son secrétaire général. Son éminence Masumbu-Kidi est un homme intelligent et très spirituel. C'est ce que j'ai remarqué. C'est un homme simple. Engagé dans l'œuvre pastorale pour le bien-être du peuple de Dieu, l'hôte du jour s'est disposé à porter cette lourde charge. Pendant qu'on se tire la peau, il y a nos fidèles qui pleurent. Il y a nos fidèles qui meurent. En tant qu'humain, je ne peux pas rester les bras croisés. Profitant de leur présence à la terre sainte de Myongo, les hommes de Dieu, membres de la Convention de serviteurs des dieux pour la paix et le développement de la RDC, se sont inclinés au mausolée du père fondateur du Masumbu-Kidisme, celui sur qui la communauté doit sa doctrine. Vous l'avez appris sûrement à travers le média, l'ancien porte-parole du chef de l'État, Tarsis Kasongo Mwemba Yamba n'est plus. Il a rendu l'âme hier, l'avant-midi, à l'âge de 70 ans, de suite d'une maladie à la clinique Galima, et son corps est gardé à la morgue de cette même clinique. Né en octobre 1952 au Katanga, il a été nommé porte-parole du chef de l'État le 21 avril 2019, avant d'être nommé à l'agence congolaise de presse comme président du conseil d'administration. Il fut aussi journaliste à la RTNC et à la RFI.
Mesdames et messieurs, c'est par cette note triste que nous mettons un terme à cette édition du journal, mais avant de nous quitter, voici le rappel du titre. L'entrepreneuriat, l'une des stratégies préconisées par le gouvernement pour lutter contre le chômage en RDC. Les jeunes porteurs de projets font face à un sérieux problème de financement pour la promotion de leur PME, brandissant le mode de garantie. Les banques se fient fait moins confiance aux demandeurs de prêts pendant que l'État pose le jalon d'un système qui rassure les entrepreneurs. Vous avez suivi dans ces journaux ces dossiers de notre confrère Patrick Michel Moukou. Et encore une fois, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur la nationale à 13h30. Je serai relayé sur ce plateau par notre consoeur José Baïtombo. D'ici là, passez une excellente journée dominicale en compagnie de nos programmes sur la télévision nationale. Au revoir.